Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Carl Jung. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur ses séminaires qui ont été retranscrits dans un ouvrage absolument fondamental, Introduction à la psychologie jungienne. Ensemble, on va retracer son incroyable voyage au cœur de la psyché humaine, un périple qui, vous allez le voir, a complètement redéfini notre manière de comprendre l'inconscient. Cette citation, elle dit tout. C'est l'histoire d'un homme pour qui la science de son époque, la science traditionnelle, ne suffisait tout simplement plus à saisir la complexité de l'esprit. Alors il a fait quelque chose de radical. Il s'est tourné vers l'intérieur. Notre exploration va suivre son propre cheminement en 5 grandes étapes. On partira de sa crise personnelle pour aller jusqu'à la découverte de ce qu'il appelle le soi. C'est un véritable itinéraire intérieur qui nous attend. Alors commençons par le commencement, par le moment de crise qui a été le véritable point de départ de toute son exploration de la psyché. Au début de sa carrière, Jung se sentait, complètement perdu. Les explications qu'on lui donnait ne le satisfaisaient pas. Il sentait qu'il y avait autre chose. Il sentait bouillonner en lui des images incroyablement puissantes venues d'ailleurs, et il avait ce besoin viscéral de comprendre d'où elles venaient. Et c'est ce qui l'a poussé à faire cette descente tout à fait délibérée dans son propre inconscient. C'est un voyage qu'il a lui-même décrit comme le fait de descendre dans un cratère, dans une sorte d'atmosphère du pays des morts. Terrifiant, mais nécessaire. Bon, une fois qu'il est descendu dans ce monde intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Jung a dû apprendre à parler la langue de cet endroit. Et ce n'est pas une langue faite de mots, mais de symboles. Il a peu à peu compris que l'inconscient n'était pas juste une sorte de cave où l'on stocke nos pensées refoulées. Non. Pour lui, c'est une source vivante, une source de sagesse, qui essaie de communiquer avec nous. Pas avec la logique, mais à travers les rêves et les symboles. Et là, c'est une rupture fondamentale avec les idées de son époque, et surtout avec celles de son mentor, Sigmund Freud. C'est un changement de paradigme complet. Prenons un exemple qu'il donne lui-même. Dans un rêve, il voit une colombe qui lui parle et lui délivre un message très étrange sur les 12 morts. Pour Jung, ce n'est pas du tout une prédiction morbide, c'est un symbole puissant qu'il doit absolument déchiffrer. Il a fini par conclure que comprendre ces images, comprendre ces symboles, c'était en fait la clé pour se comprendre soi-même, pour comprendre le soi. Et en explorant ce langage symbolique, Jung a fait une découverte fascinante. Son monde intérieur n'était pas vide. Au contraire, il était peuplé de figures, des figures puissantes, récurrentes, universelles. Il a donné un nom à ces personnages universels, les archétypes. Ce sont en quelque sorte des schémas de base, des modèles primordiaux, qui structurent toute l'expérience humaine. Par exemple, au cours d'une vision très profonde, il rencontre Élie, qui représente l'archétype du vieux sage, et Salomé, qui pour lui incarne l'anima, c'est-à-dire la part féminine de la psyché d'un homme. Mais attention, ces figures comme le héros ou le sage vieillard, elles n'appartiennent pas qu'à Jung. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a montré que ces mêmes archétypes apparaissent partout, dans les mythes, les contes, les rêves de toutes les cultures à travers tous les âges. Mais voilà le point crucial. Rencontrer ces figures, ce n'est que la première étape. Le vrai travail, le plus difficile, c'est d'arriver à intégrer les conflits que ces figures représentent en nous. Pour Jung, la psyché est un champ de bataille, un système dynamique de forces opposées. Pensez par exemple à notre esprit conscient, logique, dominant, face à notre côté plus instinctif, plus sentimental, souvent laissé dans l'ombre. Et le but du jeu, si l'on peut dire, ce n'est pas que l'un des deux côtés écrase l'autre. Non, c'est d'accepter ce conflit intérieur, d'embrasser cette tension pour trouver un équilibre. Cette idée est illustrée de façon magistrale dans un de ses rêves les plus puissants. Jung rêve qu'il tue le héros Siegfried. C'est terrible, mais symboliquement, c'est le sacrifice ultime. Il tue son propre idéal de performance intellectuelle pour laisser de la place à un soi beaucoup plus complet, beaucoup plus entier. Et tout ce travail intérieur, difficile, parfois douloureux, nous amène au but final de tout ce voyage. Jung a donné un nom à ce processus, l'individuation. C'est tout simplement le chemin de toute une vie pour devenir la personne que l'on est vraiment censé être, dans notre totalité. Et sa fameuse tour de pierre à Bollingen, qu'il a construite de ses mains pendant des années, ce n'était pas juste une maison. C'était la carte en 3D de son propre voyage, sa fameuse confession dans la pierre, qui rendait toutes ses découvertes intérieures bien réelles, tangibles. Et c'est ça qu'il faut retenir. La carte que Jung a dessinée, elle ne parle pas que de lui. Elle parle en fait d'une quête universelle, une quête de totalité qui est au cœur de l'expérience humaine.
Finalement, le voyage de Jung nous renvoie à une question fondamentale, une question que chacun peut se poser. Quelles sont les figures qui habitent notre propre monde intérieur? Et quelles histoires essaient-elles de nous raconter?